Dans le débrief de Smart Tech, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Staron, le président d'Artifil, disrupteur opérationnel, comme je l'appelle souvent, et Bernard Benamou, le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, qui vient défendre des sujets politique sur le numérique. Alors, on va commencer avec ChatGPT qui nous passionne, un sujet qui nous a vraiment plongé dans ce que peut être demain l'avenir avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, notamment l'IA générative qui explose à travers cet outil. Mais pour autant, c'est peut-être le début des ennuis pour ChatGPT. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on a eu d'un côté la révélation d'un bug technique qui a permis à certains utilisateurs d'accéder aux requêtes d'autres utilisateurs, donc bug reconnu par OpenAI. Et puis on a la CNIL en Europe, la CNIL italienne, qui demande en fait à OpenAI de supprimer, d'extraire en fait toutes les données des citoyens italiens qui ont permis d'entraîner l'outil ChatGPT, ce qui est une tâche à mon avis gigantesque, titanesque. En tout cas, OpenAI a préféré carrément arrêter de fournir son service en Italie. Est-ce que c'est le début des ennuis pour ChatGPT, Bernard? Probablement oui. Probablement oui. C'est-à-dire que il y a plusieurs angles d'attaque, entre guillemets, par rapport et je précise, par rapport à une technologie qui a montré, je dirais, une puissance à la fois évidemment de buzz, puisqu'on en parlait, ça a été un buzz instantané, avec des centaines de millions d'utilisateurs quasiment immédiatement. Mais c'est vrai aussi qu'il y a au moins deux aspects qui peuvent poser problème. Celui qui a posé problème, et à l'Italie et au Canada, je précise, c'est effectivement le traitement des données personnelles, la capacité effectivement à s'informer sur les requêtes des autres. Alors je précise, parfois il est dit que c'était au travers des réponses. Non, c'est pas au travers des réponses, c'est au travers des questions qui lui sont posées que la chose est posée. C'est-à-dire que pour l'instant, la base d'informations sur laquelle travaillent GPT-3, 5 et GPT-4 ne semble pas être en évolution. Pour l'instant, c'est des bases fixes avec une date butoir, je crois, fin 2021. Oui, c'est ça. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire que, et sur les données personnelles, et sur la propriété intellectuelle, dont on parle moins, les différents intervenants dans le secteur pourraient être amenés effectivement à s'inquiéter à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue industriel. On pourrait avoir une contagion en Europe, c'est-à-dire que l'ensemble des pays européens se manifestent sur ce sujet de ChatGPT en se disant finalement c'est pas RGPD compatible. Ça peut-être le devenir. Mais en tout cas... Compatible ou contagieux? Compatible. Contagieux, je n'ai pas connaissance qu'il y a un mouvement de fond par rapport à ça. Mais que ça pose des questions et que, un peu comme on l'a vu, par exemple, pour les data brokers, les courtiers en données qui travaillaient dans une opacité totale et en contradiction fondamentale avec le RGPD, est-ce que là, les différentes IA, puisqu'il n'y a pas que, il y aura Bard de Google, qui, même s'il a eu des débuts difficiles, va finir par exister. En tout cas, sur au moins ces deux vulnérabilités, sur la privacy, enfin sur les données personnelles... Et le droit d'auteur. Et les droits d'auteur et la nature... Ça va être un sujet pour les avocats. Ça va être une source, comme diraient les avocats, une source de litige qui va être infinie. Infinie. Est-ce qu'on risque de freiner si on dit... Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de l'Italie et de la réaction d'OpenAI de dire du coup, moi, je bloque mon service aux Italiens? Est-ce qu'on risque de se retrouver dans une Europe... Sans ChatGPT. Sans ChatGPT parce que nous, notre ChatGPT européen, on a fait un talk dessus dans Smart Tech. Bon, on y travaille, mais on n'est pas encore prêt quand même. Hein. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, est-ce qu'on risque d'être rétrogradé technologiquement? C'est comme dit Google, la France. C'est la menace. L'Europe va devenir le Moyen-Âge du digital. Régulière des GAFAM, oui. Voilà. Effectivement, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas nier une réglementation qui est faite pour protéger les individus, les utilisateurs, et ça, c'est typiquement l'ADN européen. Et des Américains ou des Chinois, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, qui sont plutôt proactifs sur j'avance la technologie, on verra après. Ouais. Ce qui concerne le RGPD, je ne suis pas très inquiet sur le fait que OpenAI va trouver des solutions. Sur le droit, parce que c'est assez mécanique, et aujourd'hui, c'est pas, le fait d'utiliser des données personnelles n'est pas consanguin ou plutôt consubstantiel, voilà, au fait que ChatGPT existe. Le droit d'auteur est un autre sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est dans toutes ces IA... Mais c'est que ça pose la question du consentement aussi. Consentement à réutiliser des données ou réutiliser des œuvres. Et donc, dans toutes ces IA, vous avez deux ADN. L'ADN... Alors, OpenAI, je ne sais pas où mettre son ADN, mais aujourd'hui, il a clairement l'ADN de tous les gens qui font des choses gratuites, et donc vous êtes le produit. On connaît ça depuis Facebook. Et puis, vous avez Adobe, qui dit que si vous contribuez avec vos inputs, vos données ou vos contenus
sur l'IA d'Adobe dont j'ai oublié le nom, vous serez rémunéré. Ça va me revenir aussi. Vous serez rémunéré. Et ça, c'est typiquement Firefly, l'ADN d'Adobe. non, c'est pas ça? C'est ça. C'est l'ADN d'Adobe. C'est j'aide les artistes. Mais les cela artistes dit, doivent gagner gratuit, OpenAI, non, il faut payer. Hein. C'est fourni Non, dans les la outils. version intégrale, c'est Absolument. payant. La version intégrale, c'est payant. C'est fourni à travers des outils de Microsoft qui sont non gratuits, bien évidemment, pour les entreprises. Donc on est sur un business model quand même très différent de l'Internet Il y a gratuit, deux choses. où on est le produit. Non, je parle de ChatGPT utilisé dans Bing. Ouais. Ça, c'est gratuit. Ouais. ChatGPT utilisé dans Word, à mon avis, ça posera aucun problème. dans Excel. Ça posera aucun problème. Pourquoi? Parce que vous êtes en amont du reste, c'est-à-dire vous êtes une aide à l'outil de développement personnel que sont les Word, les tableurs et tout ce que vous voulez. C'est des outils qui nous aident chacun individuellement. Et on peut très bien trouver un prisme à travers lequel j'utilise cet outil pour moi et rien que pour moi. Et je pense que là, ils ont une piste. Disons qu'il y a des exemples qui ont été montrés, par exemple, sur PowerPoint, où c'est une aide à la réalisation Clairement. de diapositives. Et là, ça prend appui sur des sources qui sont, elles, très directement porteuses de droits d'auteur, c'est-à-dire aussi bien des articles que des livres, etc., etc. Alors, évidemment, ils disent au départ s'être alimentés sur des sources libres de droit. Oui. Personne n'est à même de le vérifier, puisqu'ils ne disent pas l'intégralité de leurs sources. Oui, enfin, on peut quand même obtenir les sources, hein. La liste des sources. Sur ChatGPT, Alors, ils donnent je sais de pas, manière ouais. très générique Wikipédia, plus des ouvrages de domaine public. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ils ne sont pas très disants. Hein. Ils sont taiseux, Non, mais alors ça, comme on c'est dit. ce problème de transparence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand même, après l'euphorie, là, on commence à se dire, bon, ça pose quand même plein de problèmes. Pas uniquement des questions que les gens peuvent estimer qu'on peut repousser à plus tard, les questions éthiques, est-ce que ça commence à Ça en transformer la pose société aussi. Ça en pose aussi. Même si, évidemment, il faut se les poser avant d'arriver sur des Vous avez problèmes vu- concrets. Vous avez vu ce qui On s'est est passé en d'accord? Belgique avec cette personne qui s'est suicidée et qui discutait pendant plusieurs semaines avec ChatGPT, qui lui disait: tu es encore vivant, je croyais que tu allais mourir, que tu allais te tuer. Donc ça pose aussi... Ah oui, c'est une histoire qui sera portée devant la justice bientôt. Donc on voit bien, sans parler de l'article du New York Times qui était hallucinant sur le ChatGPT qui commence effectivement à devenir quasiment toxique. En parlant des relations avec l'épouse de la personne qui lui écrit. Enfin, c'était vraiment surréaliste, au point qu'ils ont fini par... C'est-à-dire que ces questions éthiques, ce que je veux dire, c'est qu'on les repousse souvent à plus tard, en se disant, bon, bah, ça, on aura le temps d'en parler. Mais là, on voit que ça se Je crains qu'il faille précipite. tout Voilà. faire en même temps. Oui. On voit que ça se précipite vu l'ampleur de l'utilisation, en fait. Hein. Et c'est le sujet de quid de mettre entre les mains de tout le monde un outil qui Et est des enfants, on a oublié de parler de ça. des enfants. tout à L'accès fait. aux enfants à des contenus qui peuvent être particulièrement préjudiciables si on n'y prend pas garde. Et donc, par définition, je crois qu'il y a, je dirais, une ligne de front à établir sur ce que l'on ne souhaite pas que deviennent ces outils, et ne pas faire ce qu'on a fait avec les plateformes classiques des big tech, c'est-à-dire attendre et voir. C'est-à-dire l'approche dite hands-off, donc on laisse faire et on attend de voir. Je pense qu'on n'aura pas les moyens... Au-delà du moratoire dont on a parlé la semaine dernière, au-delà du moratoire, on sent quand même que là, pour ChatGPT qui est sous les feux des projecteurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir qu'il se professionnalise, qu'il respecte davantage de règles. Hein. C'est ça, en fait. Oui, hein. oui, mais alors ça, ils vont Est-ce que faire... ça ne va pas les freiner, quand même? Enfin, ça, ils vont faire, et c'est normal. Effectivement, le vrai débat, c'est ce qu'on vient d'avoir autour de la table à l'instant. C'est pas tellement ces sujets de mise en forme. Parce que si on parle de mise en forme, d'opérationnel, c'est des sujets vraiment de fond. C'est à quoi ça sert, à quoi ça doit servir, qu'est-ce que ça peut faire, et c'est pour qui. Et les experts sont très très prudents sur le fait de pouvoir imposer certaines règles aux réponses faites par ChatGPT. C'est-à-dire que... alors certains disent que c'est impossible, d'autres sont plus modérés. Mais en tout cas, ce sera une vraie difficulté pour l'avenir. On passe à notre autre sujet. Google, Apple et Meta qui disent stop au FBI. Et ouais. En fait, ils veulent en finir avec cette disposition Et la NSA. de la loi FISA qui les oblige à collecter, partager des informations personnelles de leurs utilisateurs avec les agences de renseignement américaines, effectivement, au sens plus large que le FBI. Mais dans mon titre, ça rentrait pas. Donc, voilà, pour les titres, parfois, on est obligé de faire des sacrifices. Donc, concrètement, en fait, ces agences de renseignement américaines ont accès à des données personnelles, c'est-à-dire des enregistrements téléphoniques, des textes, des mails, des sauvegardes iCloud. En théorie, ça ne concerne que des citoyens non américains qui sont sous le coup d'enquêtes touchant à la sécurité nationale. Mais quand même,
la renégociation de ce dispositif dans la loi FISA, ça fait un peu écho aussi à ce qui se passe aux États-Unis avec TikTok, non? Alors, On se dit, est-ce que le renseignement, les plateformes numériques doivent avoir autant de perméabilité? Alors, le problème, c'est que là, en l'occurrence, pourquoi cette action commune des différentes grandes sociétés américaines a lieu? C'est que le mandat FISA est reconduit à la fin de l'année. Et donc, par définition, c'est maintenant que l'on doit s'y pencher, certains demandant à ce que cet article en particulier, bon, on ne va pas rentrer dans le détail juridique, mais que certains articles de la loi FISA soient retoqués. Soyons très clairs, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, ça n'arrivera jamais. Surtout pas dans une période sécuritaire comme la nôtre, avec effectivement la guerre en Ukraine, des tensions massives avec la Chine. Je veux dire, imaginez que la NSA finisse par accorder à ces sociétés, entre guillemets, de ne pas les requérir quand elle a besoin des informations. Et je précise, ce ne sont pas que des données personnelles. Ce peuvent être des données industrielles, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et donc quand la NSA, et je le précise pour l'avoir demandé à des hauts responsables de Facebook et de Microsoft, c'est-à-dire le N-2, N-3, ils me disaient quand la NSA vient, nous ne pouvons absolument pas les empêcher de saisir. Oui, sauf que là, on était sur un dispositif qui était spécifique après les attentats, donc dans un contexte normalement qui imposait un dispositif mais temporaire. Donc tout le monde a plutôt bon espoir qu'on en termine avec je crains cet article de la loi FISA je crains que et non. qu'on puisse imposer l'intervention d'un juge. Ça ne veut pas dire de ne pas transmettre les informations, mais passer par revenons aux fondamentaux. Un mandat judiciaire. Le Cloud Act, c'est sous l'autorité d'un juge par le FBI. Et donc là, il y a transmission d'informations, et c'est une procédure, entre guillemets, cadrée. La loi FISA, c'est une cour FISA qui est faite de juges ultra secrets, dont les décisions sont ultra secrètes, dont on sait que sur l'ensemble des décisions qu'ils ont prises, c'est-à-dire plus de 30 000 autorisations, ils n'en ont refusé que 11. Donc par définition, nous ne saurons jamais le détail. Et je précise que quand une entreprise se voit toquer à la porte par la NSA, on lui dit « Vous n'avez pas le droit, vous, DSI, d'en parler à votre patron ou à vos employés sous peine de 10 ans de pénitencier fédéral. » Donc ça ne plaisante absolument pas. Donc ce que je veux dire, c'est que... Donc vous pensez qu'on n'en finira pas avec cette pratique qui évite justement de passer par le juge? Je crois que, vu de la NSA, ce serait un casus belli. Je pense que obligé à passer... D'abord, on ne peut pas dire ça, puisque quelque part, ce sont des juges. Les juges de la Cour FISA, ce sont des magistrats qui, effectivement, donnent les autorisations. Donc dire, est-ce qu'on doit modifier le la procédure, pardon, ou est-ce qu'on doit faire en sorte de rester et d'aménager, comme le proposait Biden, à la marge les procédures des agences de renseignement, je pense que ce sera de la parole verbale, comme on le dit gentiment, et ça n'ira pas plus loin. Un mot là-dessus, Alain? Ils vont faire comme les Chinois. À un moment, on est sur une même planète, on doit se battre avec les mêmes armes, et il n'y a pas de raison que ce qui est permis en Chine ne soit pas permis. Je sais pas, il demande justement à la Chine de ne plus avoir ce type de pratique. Mais Eh ben oui. Sur la parole verbale. Exactement. Monsieur, TikTok va dit, faire comme vous voulez. Moi j'entends et je me dis... Jamais nous ne demandons le gouvernement chinois, jamais nous demandons les informations à TikTok. Mais par définition... Non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Bien heureux ceux qui veulent les croire. On est bien est renégocié dans ce contexte. Les services de renseignement, par définition, c'est discret. Donc on ne le saura jamais. Allez, on passe à notre autre actualité. On revient à la cybersécurité avec l'annonce de la création d'un bouclier européen, donc une sorte de dôme comme ça qui va solidifier des frontières européennes dans le monde de la cybersécurité qui n'en a pas de frontières, mais enfin quand même, ça veut dire qu'on essaye de se coordonner, de s'organiser entre les États membres. Donc Thierry Breton a précisé quand même que le cyber déjà faisait partie de la doctrine de la défense aujourd'hui au niveau européen. Ça c'est important. Que pour y arriver, on avait besoin de technologies de pointe, d'infrastructures, de coopération et de sanctions effectives, a-t-il précisé. C'est vrai que c'est peut-être là que le bas blesse. Mais il y a plusieurs problèmes qui se posent sur les questions de cyber. D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu une augmentation massive ces dernières années, ces derniers mois, des attaques sur des infrastructures européennes. 140%, je crois, d'augmentation. Donc, par définition, on est face à un phénomène lourd. On n'a pas, j'allais dire Dieu merci, eu de danger majeur. On craignait beaucoup, suite à la guerre en Ukraine, on craignait vraiment qu'il y ait des disruptions massives. Jusqu'à présent... Les hôpitaux qui se sont retrouvés en... Quelques hôpitaux, quelques régions, quelques collectivités. On n'a pas eu un 11 septembre de la cyber, et je vais dire Dieu merci là encore. Mais
l'un des problèmes qui se pose, et qui s'est toujours posé, et ça nous ramène aux questions de renseignement et d'agences de renseignement, c'est la difficulté de faire collaborer des agences entre elles. Déjà, quand on parlait du FBI et de la NSA, ils ont un mal considérable à se parler, mais entre les équivalents européens et les équivalents américains, d'expérience pour en avoir parlé avec les responsables, ils ont beaucoup de mal à se parler. Alors certains le font, mais... Alors là, justement, dans ce bouclier, il va y avoir donc 6 centres opérationnels qui vont être déployés, 6 ou 7, c'était 5, c'était 6, c'est devenu presque 7 à la fin de la journée hier. Oui. Centres opérationnels qui seront déployés sur le territoire européen, avec cette force, protéger, détecter, défendre, dissuader. C'est ça que nous dit Thierry Breton, c'est ça que devrait permettre ce bouclier cyber européen. On en saura plus sans doute prochainement. Dès le 18 avril quand même, il va y avoir les premiers centres qui seront déployés de manière opérationnelle. Je voulais vous faire réagir, Alain, sur en particulier une interview que j'ai menée au FIC et qui nous permet de montrer aussi une autre facette de la cybersécurité. Quelque chose d'un peu disruptif, ça devrait vous plaire. Ça se passe chez Astran. Kyosra Jaraya, ça fait tellement plaisir de voir des femmes au salon de la cybersécurité. On n'en a pas beaucoup. Vous êtes la patronne d'Astran, nouveau nom de AstraChain. Et vous arrivez avec une technologie donc, qui est vraiment disruptive, qui change complètement la manière dont on sécurise nos données et qui a obtenu une validation par la CNIL. Ça aussi, c'est original. Qu'est-ce qui a été, quel est le processus qui a été validé par la CNIL? Oui. La manière dont ça fonctionne dans les grandes lignes, c'est qu'on va appliquer un algorithme spécifique à la donnée pour la rendre illisible. Et ensuite, on va en appliquer un second qui va la couper en petits morceaux. Et ensuite, on va faire un petit peu l'adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On va distribuer ces morceaux sur plusieurs lieux de stockage cloud. Ce qui fait que du point de vue d'un fournisseur de stockage cloud, on n'a accès qu'à une donnée parcellaire et chiffrée, inexploitable, et que donc seul l'utilisateur autorisé peut décider qui a accès à sa donnée. Et alors pourquoi l'intervention de la CNIL était pour vous nécessaire, importante? C'est pas très courant comme pratique? Oui. En fait, depuis quelques années et l'arrêt dit Schrems 2, il y a une très grosse problématique sur le risque de transfert de données personnelles de l'Europe vers l'étranger, en particulier les États-Unis, ce qui fait que, et on l'a vu avec toutes les sanctions sur Google Analytics, en fait, la quasi-totalité des solutions SaaS américaines ne sont pas conformes RGPD en l'état. Ouais. On essaye d'y ajouter ensuite des couches de chiffrement, mais avec une complexité parce que ça dépend de qui gère la clé, ça ne fonctionne quasiment jamais, il y a énormément de stress dans les DSI et chez les RSSI des grands groupes sur ces sujets. Et ce qu'on est allé nous demander à la CNIL, c'est la confirmation que notre technologie constitue une mesure supplémentaire efficace pour apporter la conformité RGPD dans cette situation. Donc, quels que soient les clouds sur lesquels sont dispersées les données via votre API. Exactement. Et aussi, quelle que soit la solution SaaS par laquelle la donnée entre. Et donc, ce qui veut dire qu'on ouvre une porte de liberté perdue aux entreprises tout en maintenant leur conformité RGPD. Donc pas besoin de Privacy Shield, de nouveau Privacy Shield grâce à Astran en fait. En tout cas, nous, on est pour une solution technologique qui va transcender la problématique réglementaire et apporter la confidentialité, quel qu'en soit le besoin, qu'il soit réglementaire ou simplement business parce qu'il s'agit de données sensibles ou importantes. Merci beaucoup, Yosra. Merci Delphine, à bientôt. Alors voilà, là on a vraiment une techno disruptive. Tout à fait. On n'a plus besoin de bouclier européen, on n'a plus besoin de Privacy Shield, on n'a plus besoin de rien, on a une solution. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est quand même intéressant, c'est que par la technologie, on trouve des moyens de créer des protections qui sont réellement étanches en plus à tous ces problèmes d'extraterritorialisation des données. Alors non, pourquoi? La question qui se pose, c'est face à des données hypersensibles. Moi, un grand fabricant d'armement a eu l'occasion dans le passé d'héberger ces données chez AWS, pour maintenant chez Google. Par définition, eux disaient, nous utilisons nos propres instruments de chiffrement, nous ne craignons rien. Sauf que quand on s'appelle la NSA et que l'on sait que l'on peut avoir la main... Oui, mais là, c'est même pas du chiffrement. C'est-à-dire que c'est du saucissonnage
de l'info. Si vous réécoutez vraiment son explication, alors après, il faut vraiment creuser. Mais si tous les fournisseurs en question, si le multi-cloud en question sont uniquement des Américains, la question est vite réglée. Ce qui est notable, c'est que la CNIL est venue apposer quand même... Ah non, mais que ce soit sécurisé. Alors, ça ne s'appelle pas une certification ni une validation, mais enfin, à accréditer le fait que cette technologie était protectrice et garante de la protection des données. Ça, c'est historique et ça veut dire que la CNIL arrive aussi en soutien à nos startups françaises. Ce que dit la CNIL, c'est que ce système ne va pas créer de fuite supplémentaire. Voilà. C'est quand même la moindre des choses. Mais il ne dit pas autre chose. C'est la CNIL. Elle dit, je garantis que les libertés sont respectées. Je ne dis pas que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, elle est malheureusement dans ce rôle qui est celui-là. La première remarque, c'est... Elle sort un petit peu de son rôle parce que là, d'un seul coup, elle permet à une start-up d'afficher Oui, elle le dit très tôt. Vous êtes sa protection des données personnelles. Vous êtes compliant. Exactement. Très bien. Mais le Et c'est problème n'est super, pas je tellement... trouve, comme démarche. Oui, non, le problème n'est pas tellement que cette société soit CNIL compliant, c'est est-ce qu'elle est capable de rendre CNIL compliant les autres hébergeurs. Ça, c'est pas évident. Première remarque, effectivement, si tous les petits morceaux sont sur les clouds américains, la question est vite réglée. Eh ben, le problème est réglé. Enfin, ça ne marche pas. Enfin, non, le problème n'est pas réglé. Mais... Voilà, le problème n'est pas réglé. Ça fait flop. Ouais. Donc, il est important de garder un bout ailleurs que dans les plateformes américaines. Donc ça va faire le plaisir d'un OVH, un Scalway, etc. Mais ça reste marginal. Et puis, c'est effectivement, moi je trouve que c'est une idée brillante. Mais après, vous savez très bien, dans la guerre, vous avez des mesures électroniques, des contre-mesures électroniques, des contre-contre-mesures électroniques, des contre-contre. Et donc quand je les écoute, je me dis, ah ben non, mais la cyber... Bah oui, Delphine, bien c'est sûr. quoi le coup d'après? Le coup d'après, c'est je suis capable, avec un peu de travail, de reconstituer à partir d'un ensemble parcellaire de données, je suis capable de reconstituer le sens qu'il y a derrière. Et ça, c'est déjà en travaux. Tout Absolument. Donc, mais c'est une course permanente. Il ne faut pas bouder le fait que c'est une très bonne idée. Il ne faut pas la bouder. Et il faut surtout pas à chaque fois, moi, j'entends Alain qui me dit « Oui, mais non, il ne faut pas essayer de courir derrière, il faut faire autrement. Exactement. Nous, l'Europe, on doit être innovant. » Je dis sablon champagne, mais finissons pas la bouteille parce qu'il y a encore du boulot. Bon, c'est déjà pas mal. On passe à notre dernière actualité. Alibaba, le géant chinois, scindé en 6. Yes. Alain. C'est extraordinaire. Ah oui. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les Chinois font pas comme les Européens ni comme les Américains, mais ils arrivent finalement au même résultat. À un moment, un géant fait de l'ombre. À qui? À Xi Jinping. En Europe, il fait l'ombre aux consommateurs, donc on fait des lois pour dire qu'il faut démanteler. Aux États-Unis, c'est un mélange entre j'ai plus de concurrence et puis les consommateurs. Et en Chine, c'est le Parti communiste chinois. Absolument. Et donc tout ça est très feutré, parce que qu'est-ce qu'on découvre? Qu'Alibaba tout seul décide de se couper en 6. Pas tout seul, si je peux me permettre. Non, mais sous l'autorité bienveillante du Parti communiste chinois qui sont installés dans leur locaux. Et curieusement, Jack Ma revient sur la scène à ce moment-là. C'est juste un hasard, évidemment. Sauf qu'il a été éjecté de son board. Oui, mais bon, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont Alibaba est coupée est très exactement les verticales d'Amazon aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Hein. Vous avez du cloud avec de l'IA, vous avez du commerce, vous avez du commerce international, vous avez de la logistique, vous avez de l'entertainment. Enfin, c'est exactement les mêmes verticales. Et simplement, ce qu'ils disent, eux, maintenant, ils sont en avance sur Amazon. Hein. C'est-à-dire qu'eux disent... Alors, on ne sait pas évidemment comment c'est fait en Chine, mais le résultat, c'est que le grand groupe se trouve scindé en 6 entités toutes indépendantes qui vont vivre leur vie, etc. Peut-être aller en bourse aussi. Et peut-être aller en bourse. Après avoir été justement empêché pour le groupe Ant. Mais parce que c'était trop gros. Voilà. J'aurais là-dessus, avec, je dirais, un angle peut-être un peu différent. Dès que Jack Ma, le très exubérant Jack Ma, a décrit le système financier chinois comme étant archaïque, obsolète, etc., il a été bloqué net. Son IPO, son introduction en bourse a été annulée, désintégrée en vol. Et lui a été rééduqué quelque part dans des campagnes profondes de la Chine en allant dire tout le bien de l'agriculture qu'il pouvait en penser. Donc on a bien compris que ça ressemblait beaucoup à la révolution culturelle chinoise, où effectivement on a fait comprendre à ces différents patrons, pas qu'à lui, quelque part il était l'exemple, qu'il n'y avait qu'un seul patron en Chine qui s'appelait Xi Jinping. Ouais, mais, je trouve que c'est quand même une preuve de résilience aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un groupe gigantesque, dont le patron avait sans doute trop d'ambition. Donc on annule l'ANT Financial en bourse, tout ça, machin. Et derrière, il est génial. On le rescinde en 6 et on fait 6 puissances. C'est la résilience. J'en ai une lecture différente, Delphine. Pour moi, la lecture, elle est politique. C'est-à-dire que 6 est plus facile à manager, diviser pour aussi, et plus manageable politiquement
sachant l'importance politique, on le voit avec TikTok dont on parle beaucoup, qui est chez Biden. Mais l'idée, c'est le gouvernement chinois ne veut pas qu'il y ait un risque. Non mais attends. Terminons, oui, un mot. Ce que je trouve intéressant, c'est que les grandes corporations sont forcément un problème. Quel que soit l'angle du point de vue, le point de vue sur lequel on se place, ça peut être un problème pour le politique, la Chine le règle, ça peut être un problème pour les utilisateurs finaux, l'Europe le règle, et ça peut être un problème de business si l'Amérique le règle. Exactement. Donc, la bonne nouvelle, merci, oui. c'est que le capitalisme est bien régulé. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifil, Bernard Benamou de l'Institut de la souveraineté numérique. Allez, on fait une petite pause avant le rendez-vous.